Bonjour, je suis heureux de vous accueillir pour une nouvelle page de culture. Durant des décennies, les hussards noirs de la République apprirent à nos aïeux cette fameuse phrase «Nos ancêtres les Gaulois». Même les enfants dans les contrées reculées de l'Afrique équatoriale française, au temps béni des colonies, comme le disait ironiquement Sardou, apprenaient avec une certaine surprise qu'ils avaient des ancêtres gaulois. Quand on prend en compte l'extraordinaire brassage ethnique que la France a connu, entre la conquête romaine et les invasions germaniques ou vikings, on peut remettre en doute cet arbre généalogique qui traîne dans un coin de notre inconscient collectif. Il suffit de penser que le nombre de mots d'origine gauloise que l'on trouve dans nos dictionnaires ne dépasse pas la cinquantaine. En revanche, il serait fastidieux de compter le nombre de mots latins et grecs tant ils pullulent dans la langue de Molière, ou devrais-je dire la langue de Cicéron. De fait, nous parlons tous latin et grec sans nous en rendre compte. Ainsi nous employons tels quels fac-similé, bravo, alibi, maximum, recto verso, alinéa, etc., etc. Et d'ailleurs, la locution etc. vient elle aussi directement du latin. Il en va de même des expressions que nous utilisons tous les jours, dont beaucoup font référence à des épisodes de la mythologie grecque et romaine. Vous savez, la langue française est un merveilleux dessin en noir et blanc. Les expressions donnent de la couleur à ce superbe tableau, donnant vie à l'ensemble. Malheureusement, aujourd'hui, on n'enseigne plus guère à l'école ce qu'autrefois nous nommions les humanités. Et la plupart des gens utilisent ces expressions sans vraiment connaître leur étymologie ou les mythes qui s'y rattachent. Voilà pourquoi j'ai voulu aujourd'hui disséquer quelques-unes de ces expressions qui, vous allez le voir, ne manquent pas de charme. Commençons par une expression très intéressante, une pomme de discorde. Chacun sait qu'à un repas de famille, il vaut mieux éviter de jeter une pomme de discorde. Comprenez? Éviter de parler politique, par exemple. C'est-à-dire un sujet de conversation qui pourrait générer de la bagarre. À qui n'est-ce pas arrivé? Cette pomme, à l'origine de cette expression, est aussi à l'origine de la guerre de Troie. Voilà comment s'est déroulée l'histoire. Nous sommes au mariage de Thétis et de Pélée. Thétis est une Néréide, c'est-à-dire une nymphe marine, et Pélée un roi de Thessalie. Ce mariage est un véritable rendez-vous mondain, où se retrouve toute la jet-set de l'Antiquité. De nombreuses têtes couronnées sont là, ainsi que tous les dieux de l'Olympe, à l'exception, bien sûr, d'une divinité dont personne ne souhaite la présence à son mariage, Eris, déesse de la discorde. Par vengeance, Eris donna à Paris, jeune prince troyen, une pomme d'or, qu'il devait remettre à la plus belle des déesses. C'était là qu'était la perfidie, cette pomme étant bien pire que celle empoisonnée de Blanche-Neige, car Héra, Aphrodite et Athéna pensaient toutes mériter le titre de Miss déesse antique. Elles tentèrent alors de corrompre le jugement de l'arbitre, en l'occurrence Paris, en lui faisant des promesses merveilleuses. Ah, les femmes! Si elle était choisie, Aphrodite promit à Paris la plus belle des femmes, Héra la souveraineté sur l'Asie et Athéna la gloire militaire. Paris était un romantique. Il choisit Aphrodite qui, comme promis, l'aida à enlever la plus belle femme du monde, Hélène, femme de Ménélas, un roi grec. Pour venger cet affront, les rois grecs unirent leurs forces sous la conduite du frère de Ménélas, Agamemnon, et résolurent de partir faire la guerre contre Troie, guerre qui dura 10 ans et coûta la vie à tant de héros. Tout ça pour une pomme. Une autre expression moins connue mérite aussi que l'on s'y attarde. La roche tarpéienne est proche du Capitole. La colline du Capitole, à Rome, était le siège du pouvoir politique et religieux. Mais c'était aussi là que se trouvait la roche tarpéienne, qui prit le nom de la déesse de la Vestale Tarpeia, prêtresse de la déesse Vesta, qui trahit Rome. En effet, elle ouvrit la porte de la ville aux ennemis de Rome, les Sabins, demandant pour prix de sa trahison ce que les soldats portaient au bras gauche. Mais, au lieu de lui donner leur bracelet d'or, les Sabins jetèrent sur elle leurs lourds boucliers, et elle mourut étouffée sous leur poids. Le crime ne paie pas, dit-on.
La roche tarpéienne dominait une falaise de laquelle les grands criminels étaient précipités. Dire à quelqu'un que la roche tarpéienne est proche du Capitole constitue donc une mise en garde. En clair, on peut vivre les honneurs, la gloire et la célébrité et connaître la déchéance juste après, qui n'en est alors que plus cruelle. On ne peut s'empêcher de penser à un certain homme politique qui était au fait de sa gloire et n'avait qu'un pas à faire pour atteindre la plus haute marche du pouvoir, mais qui est tombé de la roche tarpéienne. La prochaine expression est peut-être l'une des plus connues, un complexe d'Édipe. Il est notable que le nom Édipe se prononce Édipe et non Oedipe, comme on l'entend trop souvent. En effet, le OE dans l'eau se prononce é comme dans fœtus. D'ailleurs, il ne viendrait à l'idée de personne de parler d'un foetus. Cette erreur vient sûrement de l'habitude de prononcer le mot œil, mais il s'agit d'une exception qui a entraîné le cas général. De la même façon, il faut dire énologie, ésophage, édème. Mais revenons à notre expression. Elle vient d'une légende très connue, mais qu'il est toujours utile de rappeler. Laïos et Jocaste étaient rois et reines de Thèbes. L'oracle de Delphes leur fit un jour une horrible prédiction. Leur fils tuerait son père et épouserait sa mère. Affolés par cet oracle absolument atroce, ils commirent un acte non moins atroce. Ils abandonnèrent leur enfant, encore bébé dans la montagne, accroché à une branche d'arbre par une corde qui lui traversait les talons. L'enfant fut trouvé par un berger qui le mena auprès de Polybe, roi de Corinthe. Ce dernier appela l'enfant Édipe, pied enflé en grec. Adulte, Édipe partit consulter l'oracle de Delphes, qui lui fit la même prédiction qu'à ses parents. Horrifié, Édipe s'enfuit. Sur la route, il croisa un homme qui lui manqua de respect et qu'il tua. Plus tard, il tua aussi le sphinx, le monstre à l'origine de l'énigme que tout le monde connaît. Quel animal marche à 4 pattes le matin, à 2 pattes le midi et à 3 pattes le soir? Édipe trouva la réponse. Il s'agissait de l'homme, qui marche à 4 pattes au matin de sa vie, quand il est bébé, à 2 pattes au midi de sa vie, quand il est adulte, et sur 3 pattes au soir de sa vie, à l'aide d'une canne. Le sphinx terrorisait la région de Thèbes. Édipe obtint donc en récompense la main de la reine. Édipe apprit plus tard que l'homme qu'il avait tué était son père, et la femme qu'il épousa était sa mère. L'oracle était réalisé. Édipe se creva alors les yeux de remords. Aujourd'hui, un complexe d'Édipe est un sentiment de haine que le jeune garçon éprouve souvent à l'égard de son père, accompagné de l'envie d'épouser sa mère. Il est à noter également que l'opposé du complexe d'Édipe est le complexe d'Électre, cette dernière ayant tué sa mère pour protéger son père. Mais Freud critiqua cette expression. L'expression suivante est moins connue et déjà plus littéraire. Vouer quelqu'un aux gémonies. Les gémonies étaient le nom d'un escalier qui descendait du Capitole à Rome, et sur lesquels on exposait les corps des suppliciés. La vision d'horreur des cadavres des condamnés en décomposition devait marquer les esprits pour dissuader les criminels de commettre leurs forfaits. C'est en quelque sorte l'ancêtre du gibet de Montfaucon du Moyen Âge. Vouer quelqu'un aux gémonies, c'est donc le haïr profondément, désirer sa mort ou l'humilier publiquement. Cette expression est donc à utiliser avec prudence. Mais parlons tout de suite de la prochaine expression, faire un laïus. Chacun sait que cela signifie aujourd'hui tenir des propos pompeux, ennuyeux. Mais l'étymologie de cette expression est pour le moins inattendue. Nous sommes en 1804, au concours d'entrée à l'école polytechnique pour le sujet de composition française. Pour le moment, je vous l'avoue, le rapport ne saute pas aux yeux. Les étudiants devaient écrire le discours qu'aurait pu tenir Laïus à son fils. Laïus, c'est tout simplement le nom latinisé de Laïos, père d'Édipe, dont nous venons de parler. Malheureusement, ce sublime sujet n'a pas dû inspirer les futurs polytechniciens, puisque l'expression faire un laïus signifie aujourd'hui tenir des propos pompeux et ennuyeux. J'aime particulièrement la puissance évocatrice de la prochaine expression que je vous propose. Trancher le nœud gordien. Nous sommes au IVe siècle avant Jésus-Christ, en compagnie d'Alexandre le Grand, l'un des plus grands conquérants de l'histoire, qui fut formé par l'un des plus brillants esprits de l'histoire, Aristote. Conjonction on ne peut plus rare. Durant sa fantastique épopée, Alexandre passa par la ville de Gordium en Phrygie.
Dans cette ville se trouvait un char, attelé à un joug. Le nœud était un entrelacement de lanières impossible à dénouer. Pourtant, un oracle avait déclaré que celui qui le dénouerait aurait le pouvoir sur l'Asie. Alexandre connaissait cette histoire. Il se présenta devant le nœud gordien, leva son glaive et l'abattit lourdement dessus, le rompant net. Alexandre déclara après ce geste: il est tranché. Par la suite, Alexandre devint effectivement maître d'une grande partie de l'Asie, en tout cas celle qui était connue à l'époque. Trancher le nœud gordien signifie donc trouver une solution à un problème par la force plutôt que par la ruse et la réflexion. Qui maintenant n'a jamais entendu l'expression naître de la cuisse de Jupiter? Pourtant, peu de gens sont capables de dire qui est sorti de cette cuisse divine et surtout, que pouvait bien faire ce gosse dans la cuisse de son père? Jupiter est l'équivalent romain du Zeus grec, qui était, on le sait, un infatigable coureur de jupons. Or, un jour, il s'éprit de la belle Sémélé, fille de la déesse Harmonie. Héra, qui était vigilante, habituée aux amours adultérines de son auguste bonhomme, s'aperçut bientôt de la trahison maritale et décida de se venger d'une manière aussi ingénieuse que perfide. Elle prit l'apparence de Béroé, la nourrice de Sémélé, et la persuada que ce n'était pas Zeus qui venait la voir tous les soirs, non, 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 mais quelqu'un qui se faisait passer pour lui. Sémélé ne savait plus quoi penser. Héra, toujours sous l'apparence de Béroé, lui conseilla de demander à son amant d'apparaître dans toute sa gloire. Ainsi, elle en aurait le cœur net. Sémélé, candide, s'exécuta et fit cette demande à Zeus, qui apparut alors dans toute sa gloire. Sémélé fut foudroyé net. Cependant, le bébé qu'elle portait, œuvre des amours de Zeus, put être sauvé. Zeus le plaça alors dans sa cuisse pour qu'il termine sa croissance. 3 mois plus tard, le petit Dionysos, futur dieu du vin, de la vigne et de l'ivresse, naquit une seconde fois, mais cette fois-ci de la cuisse de Jupiter. D'ailleurs, le nom même du dieu porte la marque de cette double naissance peu banale, puisque Dionysos signifie né 2 fois. L'expression désigne quelqu'un de prétentieux, qui se croit plus important que ce qu'il est en réalité. Des gens comme ça, qui montrent par trop de vanité, on en connaît tous bien sûr, même parfois en politique. Mais ceci est une autre histoire. Merci et à bientôt.